Salut à tous, c'est Ubik et aujourd'hui on va parler de Léon Tolstoï et Fyodor Dostoïevski. Alors pourquoi vous allez me demander? Déjà parce que ce sont mes deux auteurs préférés et aussi parce que ce sont deux géants absolus du roman russe et du roman tout court, donc forcément c'est intéressant d'en parler. Et ces deux auteurs, les gens ils aiment usuellement les comparer. J'irais même jusqu'à dire que ce sont les deux grands auteurs classiques qui ont été le plus comparés, à la fois pour leur ressemblance et leur dissemblance. Aujourd'hui encore d'ailleurs, que ce soit à la télé, sur YouTube, sur Twitter et même sur TikTok, les gens ils continuent de confronter Tolstoï à Dostoïevski comme une évidence, comme une nécessité, en fait presque, comme une grande question qui ne peut qu'obséder les lecteurs et la critique littéraire. Alors figurez-vous qu'il y a un type qui a pris cette question très très au sérieux. Alors ce gars-là, il s'appelle George Steiner, c'est un critique littéraire franco-américain assez brillant qui a fait une analyse thématique comparative des œuvres de Tolstoï et Dostoïevski. Il en a tiré un livre remarquable sorti en 1959, sobrement intitulé Tolstoï ou Dostoïevski, et à mon sens c'est l'analyse comparative la plus complète, la mieux argumentée et articulée des œuvres de Tolstoï et Dostoïevski, et c'est donc cet ouvrage qu'on va en somme résumer, ou plutôt vulgariser si je puis dire dans cette vidéo. Et sans plus de cérémonie, on est parti. Alors la première chose qu'on relève dans l'analyse critique de Steiner, c'est la précision de son titre qui n'est pas innocente. Son livre il s'appelle pas Tolstoï et Dostoïevski, ou Tolstoï contre Dostoïevski, mais bien Tolstoï ou Dostoïevski. Parce qu'en vérité, les gens qui sont fous de romans russes, c'est mon cas et peut-être aussi le vôtre si vous regardez cette vidéo, ils aiment d'amour les romans de Tolstoï et ceux de Dostoïevski. Et si vous les avez lus tous les deux, vous avez peut-être eu comme moi ce sentiment un peu étrange, celui qu'il vous faudrait à un moment ou à un autre choisir entre les deux visions du monde quasi totalisantes qu'ils présentent dans leurs romans, comme si les lecteurs sentaient, sans jamais pouvoir tout à fait l'expliquer et le verbaliser, que leur génie, leurs idéologies respectives, se faisaient concurrence. Et c'est de ce sentiment, de cette impression dont s'empare George Steiner dans son livre. Et dans ce livre-là, il démontre qu'il n'est pas seulement pertinent, mais bien nécessaire de comparer Tolstoï et Dostoïevski, justement parce que tout, absolument tout, les oppose idéologiquement. Mais avant de plonger en apnée dans l'argumentaire de Steiner, j'aimerais bien rester encore un peu avec vous à la surface des choses, parce qu'il faudrait d'abord enfoncer quelques portes ouvertes quand même. Je veux dire, si on compare Tolstoï et Dostoïevski, c'est avant tout en premier lieu parce que ce sont deux auteurs qui partagent les mêmes référents historiques et géographiques. Ils sont tous les deux nés en Russie dans le premier quart du 19e siècle, en 1821 pour Dostoïevski, en 1828 pour Tolstoï. Ça veut aussi dire qu'à travers leur littérature, ils ont retranscrit leur vision respective de la société russe de l'époque. Alors de quelle société on parle ici? Pour faire très court, au milieu du 19e siècle, la Russie elle est toujours tsariste. Elle est extrêmement hiérarchisée et inégalitaire, mais elle est aussi traversée par un certain nombre de courants et d'idées progressistes, qui déboucheront par exemple sur l'abolition du servage en 1861. Alors certaines de ces idées progressistes sont carrément révolutionnaires. Elles seront à l'origine de la révolution russe de 1917, de l'avènement du communisme en Russie, et donc de la création de l'URSS. Ceci étant, le fait que Tolstoï et Dostoïevski étaient contemporains et compatriotes ne dit pas grand-chose de leur proximité littéraire respective. En les lisant, on se rend cependant compte d'une chose évidente, à savoir que leurs plus grands romans partagent des caractéristiques formelles et techniques. Pour mieux comprendre leurs différences, il est, de fait, d'abord pertinent de souligner leurs ressemblances. Alors la première chose qui rassemble ces deux romanciers, c'est la longueur de leurs histoires, ces livres de milliers de pages qui semblent comme contenir la vie elle-même, et où se concentre une immense galerie de personnages, des personnages qui semblent avoir une matérialité particulière, une vraisemblance dans le récit. Alors au passage, tous les romans de Tolstoï et Dostoïevski ne sont pas nécessairement des pavés de 800 à 1000 pages, loin de là, mais ce sont bien leurs très grands et gros romans, qui sont d'une générosité et d'une richesse narrative presque excessive, qui caractérisent le mieux ce qui constitue l'essence même de leur littérature. Si vous voulez un tant soit peu comprendre la pensée de Tolstoï, vous n'avez pas besoin de connaître toute son œuvre, mais vous devez au moins avoir lu Guerre et paix, Anna Karénine et Résurrection. Si vous voulez vous familiariser avec Dostoïevski, il vous faudra au moins lire Crime et Châtiment, L'Idiot, Les Démons et Les Frères Karamazov. Et ce qui frappe d'abord à la lecture de ces très grands et gros romans, c'est que le moindre personnage est doté, comme le décrit si bien George Steiner dans son livre, d'une humanité intense. Chaque personnage, si peu important qu'il soit, a la noblesse d'un passé. Dans une interview que Steiner avait donnée en 1963 à la télévision française, il expliquait notamment en quoi cette surabondance, cette longueur du texte pour laquelle optent Tolstoï et Dostoïevski, est indissociable du génie de leur écriture. Alors j'aurais bien aimé vous mettre un extrait de cette interview, mais c'est impossible pour cause de droit d'auteur, donc je vous lis le passage de cet entretien qui nous intéresse ici. Entre un livre très gros et un livre mince, la différence est presque d'ordre métaphysique, pas seulement technique. Le livre très mince, c'est toujours la princesse de Clèves. Ça se refuse à la vie. Avec intelligence, art, tout ce que vous voulez, certes, mais il y a là un certain refus, parce que la vie n'est pas un livre mince. Elle est terriblement longue et touffue et dense, et Tolstoï ne voulait même pas arrêter Guerre et paix. 2 épilogues,
8 chapitres nouveaux. C'était comme le temps en marche. Et Dostoïevski qui écrit ses livres gigantesques, précisément parce qu'il veut toujours recommencer le réel. Souvenons-nous que Les Frères Karamazov, c'est le premier volume d'un cycle qu'il n'a pas pu finir. Il est mort. Ensuite, l'autre grand sujet qui rassemble Tolstoï ou Dostoïevski, c'est la question de Dieu, et plus précisément de la transcendance. Si vous avez lu Zola, Dickens, Flaubert ou Balzac, vous devez savoir un peu de quoi je parle. Quand vous lisez Madame Bovary, Splendeur et misère des courtisanes ou Le ventre de Paris, ce qui frappe, outre la finesse d'analyse psychologique des personnages, c'est le réalisme social de ces romans qui font parfois penser à une photographie de l'histoire. Alors on retrouve aussi ça chez Tolstoï et Dostoïevski. À ceci près que eux ajoutent à ce réalisme une forme de mystique, de religiosité, qui donne à leur roman un supplément d'âme, une ampleur plus vaste, qui s'affranchit du monde matériel, de sa logique immanente, de sa rationalité brutale et étroite. Alors cette mystique, on la retrouve chez Tolstoï dans la confrontation de l'homme avec l'immensité de la Terre, et notamment dans ce que ces personnages expérimentent au contact de la grandeur et de la sauvagerie de la nature. Les romans de Tolstoï ne sont presque jamais purement urbains. Ces personnages sont au contact des champs, des forêts, de la montagne, de la steppe, et cette exposition aux forces naturelles convoque chez eux un sentiment à la fois merveilleux et terrible. Citons encore George Steiner. Dans les romans de Tolstoï, les personnages doivent livrer des batailles où l'homme se mesure avec des éléments qui peuvent le détruire. Ce jeu grandiose reste en dehors du répertoire du réalisme européen. C'est une parabole sur l'immensité de la Terre qui n'aurait eu de sens ni dans le Kent de Dickens, ni dans la Normandie de Flaubert. Mais quand Tolstoï confronte ses personnages à l'immensité de la Terre, pour reprendre les propos de Steiner, Dostoïevski les plonge eux dans les abysses infinis et insondables de l'esprit humain. Beaucoup de ces protagonistes sont complètement imprévisibles, imperméables à la morale traditionnelle et à la loi des hommes. Leurs motivations et actions, souvent autodestructrices, échappent à la rationalité. Et bien sûr, quasiment tous ces personnages sont hantés par la question de l'existence de Dieu. Une question qui, on y reviendra, est la matrice idéologique des plus grands romans de Dostoïevski. Là encore, on est très loin du réalisme social, très séculier des romans européens du XIXe siècle. Enfin, la gémellité des œuvres de Tolstoï et Dostoïevski s'exprime également à travers leurs accents visionnaires, quasi prophétiques. Tolstoï, de par son progressisme et son humanisme, avait anticipé l'émergence d'un nouveau monde qu'il espérait moins inégalitaire et brutal à l'encontre des moins favorisés. Dostoïevski avait lui perçu dans les grands changements en gestation les revers du progrès technique et social, la face sombre de l'égalitarisme, qui confinerait les hommes à la seule satisfaction de besoins purement matériels. Des craintes qui seront partiellement vérifiées après l'avènement du communisme en Russie en 1917. Le roman russe fut conçu sous un signe du zodiaque différent du roman européen de l'époque, écrivait ainsi Steiner, le signe du bouleversement qui approchait. Des âmes mortes à résurrection, la littérature russe reflète l'approche de l'apocalypse. Les grands écrivains russes du XIXe siècle ont senti que la Russie était au bord d'un abîme où elle allait se précipiter. Leurs œuvres reflètent la révolution intérieure qui s'accomplit et l'autre révolution en marche. Désormais, nous pouvons aller outre ce qui rassemble Tolstoï et Dostoïevski pour mieux comprendre ce qui les oppose radicalement. En premier lieu, on observe que le cheminement psychologique et idéologique de leurs personnages principaux diffère souvent très largement. Les héros de Tolstoï, au cours du récit, finissent souvent par embrasser une démarche matériellement constructive, ouverte sur le monde. La Terre est un paradis en formation qu'il ne tient qu'à nous de construire. Ces personnages vont souvent opérer une migration physique de la ville, épicentre de la corruption et de la médiocrité humaine, vers la campagne. Là, les héros tolstoïens posent les bases d'un autre monde, un monde sain, pastoral, construit en collégialité avec les paysans, un monde où l'on entrevoit la possibilité de l'utopie. A contrario, les héros de Dostoïevski apposent une posture plus métaphysique et abstraite. Leur quête de bien et de moralité se heurte à la cruauté et à la médiocrité du monde. La Terre n'est pas un paradis, mais un purgatoire, où seuls ceux qui respectent la dignité des faibles s'élèveront à Dieu. À la campagne utopique de Tolstoï, Dostoïevski oppose ainsi une urbanité implacable. Ces personnages n'ont d'autre horizon que celui de la ville, avec qui ils entretiennent un rapport toxique et symbiotique. Cette ville est terrifiante, sa fumée sombre et ses recoins crasses s'infiltrent dans les interstices des esprits de ceux qui l'habitent, et la magnificence, les richesses insolentes et vulgaires des nobles s'imposent avec une violence inhumaine aux petits fonctionnaires qui vivent dans la terreur du propriétaire et du prêteur sur gage, aux mendiants qui dorment sous la neige, aux étudiants sans le sou, aux prostituées miséreuses et aux orphelins apeurés. Citons encore George Steiner pour qui Dostoïevski fait de la ville un pur objet de terreur existentielle. Dostoïevski est un héritier de la tradition néo-gothique, avec ses meurtres dans les greniers et ses rues pleines de nuit, ses innocentes souillées et sa luxure dévorante,
ses crimes mystérieux et sa noire magie qui corrode l'âme dans les grandes nuits des villes. À ses débuts au XVIIIe siècle, le roman gothique fut médiéval et pastoral, plein de donjons, de vieux châteaux et de demeures solitaires, plantés sur les rivages de la mer et dans les profondeurs de la forêt noire. Mais une fois usé le charme de l'exotique et de l'archaïque, le décor changea. Ce que le lecteur connaissait et redoutait, c'était la grande ville de plus en plus tentaculaire, surtout quand les crises de la révolution industrielle y firent apparaître les noirs taudis et le visage de la faim. Nulle part ailleurs l'exil de l'homme, banni du paradis terrestre, ne paraissait plus affreux, plus irrémédiable. De tous les chroniqueurs de la grande ville, sous ses aspects hallucinants et atroces, Dostoïevski est le plus grand. Pour Dostoïevski, il n'y a donc pas d'échappatoire. Le paradis que Tolstoï entrevoit, celui d'un monde transformé par l'avènement du progrès et de l'humanisme, est illusoire. Ce royaume, qui est uniquement celui de Dieu, n'est pas et ne peut pas être de ce monde. L'autre élément narratif qui sépare radicalement Tolstoï de Dostoïevski, c'est leur rapport au temps. Les grands romans de Tolstoï étirent le temps, l'allongent au maximum. Du début à l'épilogue de ses livres, ce sont souvent des années, voire des dizaines d'années qui passent. Pour l'illustrer, George Steiner prend en exemple la fin de Guerre et paix, que Tolstoï aurait pu choisir de conclure par les retrouvailles du héros de son roman, Pierre, avec Natacha Rostov, la jeune comtesse dont il est amoureux. Mais plutôt que de s'arrêter là, Tolstoï choisit de finir son histoire par un long épilogue où il déconstruit une certaine idée du bonheur conjugal, qu'il juge illusoire et mensongère. Dans cet épilogue, Pierre et Natacha sont certes mariés, mais leur passion s'est éteinte, ils ont enlaidi et ne se comprennent plus vraiment. La vie est passée par là, cabossant au passage leur rapport. Citons encore Steiner. Cet épilogue imite les ravages du temps. Seuls les contes de fées se terminent par l'artifice de l'éternelle jeunesse et de la passion éternelle. En diminuant le souvenir lumineux que nous avions de Pierre et de Natacha, en nous faisant respirer de tout près l'odeur de la monotonie de la routine immuable, Tolstoï illustre son inflexible réalisme. Les personnages de Tolstoï vieillissent, s'assombrissent et ne vivent pas heureux pour toujours. Car pour Tolstoï, l'art romanesque doit s'efforcer de rivaliser avec l'infinité, littéralement le non-fini de l'expérience réelle. Rien n'est jamais achevé, la vie continue toujours son cours. A contrario, Dostoïevski tord le temps, le contracte au maximum. Ses romans font presque toujours le parti pris d'une temporalité courte, se déroulant tout au plus sur quelques jours. Quand Tolstoï est l'écrivain de la ligne droite du temps long, qui s'écoule lentement et suit tranquillement son cours, les histoires de Dostoïevski sont celles de destinée oblique et chaotique, le sort de ses personnages étant souvent déterminé par un seul instant pivot, décisif. Ces brefs moments de vie mêlent une apogée foisonnante de pensées, de sentiments complexes et contradictoires, de débats et conflits théologiques, moraux et idéologiques, condensant ainsi sur un laps de temps très court toute la dramaturgie de l'expérience humaine. Le fait qu'une grande partie de l'idiot se passe en 24 heures, que la masse d'incidents dans les démons ne couvre que 48 heures et que tout, sauf le procès, des frères Karamazov se passe en 5 jours, est essentiel à la vision et au but de Dostoïevski, car les techniques de Dostoïevski et les caractéristiques de son art naissent des exigences d'une forme dramatique. Dostoïevski concentre une multitude d'actions entremêlées dans le temps le plus bref qui soit plausible. La loi de la composition est celle du maximum d'énergie déchaînée, dans la plus petite étendue possible d'espace et de temps. Alors on a déjà mentionné à plusieurs reprises le progressisme de Tolstoï, qui se caractérise notamment dans ses romans par le parcours de ses héros, qui empruntent une trajectoire ascendante sur les plans moraux et idéologiques. Il existe bien sûr des personnages fades, stupides et cruels dans les romans de Tolstoï, mais leur médiocrité et leurs insuffisances restent confinées à un cadre rationnel. Elles peuvent bien souvent s'expliquer par la sociologie ou la psychologie. Parce que Tolstoï croit malgré tout en l'homme et en ses possibilités d'élévation, d'amélioration. Citons encore ces merveilleuses lignes de Steiner. Jusque dans l'abjection, un personnage de Tolstoï reste homme. Tolstoï voit les hommes dans la clarté naturelle et franche du jour. L'écroulement hallucinant de l'humain dans le bestial était étranger à sa vision. Les anti-héros de Tolstoï gardent dans la souffrance une qualité humaine et une attitude morale catégorique. Ce que Steiner souligne également, c'est que Dieu est finalement assez peu mentionné dans les romans de Tolstoï. La transcendance et la croyance de Tolstoï est en effet avant tout dans l'homme qui, en se perfectionnant moralement, atteint un état de conscience supérieur. Steiner écrivait ainsi: dans la religion de Tolstoï, Dieu est délibérément remplacé par le bien, et le bien, à son tour, est remplacé par l'amour fraternel entre les hommes. Chez Tolstoï, Dieu est la parfaite projection de la nature humaine. On peut parler, chez lui, de religion anthropomorphique. À l'homme ascensionné de Tolstoï, Dostoïevski répond lui encore avec une vision et un concept antagonistes,
celui de l'homme souterrain. Bien souvent, les héros des romans de Dostoïevski sont des petits fonctionnaires désargentés, intelligents et sensibles, mais frustrés par une existence étroite et solitaire. Quand les héros de Tolstoï s'améliorent, ceux de Dostoïevski s'abîment, se dégradent et se désespèrent de leur impuissance à influer sur un monde qu'ils jugent hypocrite, matérialiste et obscène. Ils se réfugient dès lors dans une réalité annexe, invisible et infinie, celle de la pensée critique, où toutes les idées et transgressions sont permises. George Steiner écrivait ainsi : « Dans la tragédie de la ville, l'homme souterrain est à la fois celui qui subit l'humiliation, mais dont le commentaire ironique annule l'hypocrisie des conventions. L'homme des grandes profondeurs possède l'intelligence sans la puissance, le désir sans les moyens. La révolution industrielle lui a appris à lire et lui a donné un minimum de loisirs. Mais le triomphe simultané du capital et de la bureaucratie l'a laissé sans par-dessus. Il est perché devant son pupitre d'employé de bureau, avec une servilité pleine d'aigreur, rêve d'un monde meilleur, et rentre chez lui le soir en traînant les pieds. » Pour Dostoïevski, il y avait finalement dans l'homme plus de ténèbres que ne l'avait imaginé la psychologie du rationalisme. L'homme souterrain tire gloire de la descente de l'esprit dans ses propres profondeurs, une aventure si grande qu'elle enlève toute substance à la réalité extérieure. Ce sont ces profondeurs psychologiques, insondables et impalpables, qui dessinent une différence majeure entre les personnages de Dostoïevski et ceux de Tolstoï. Les protagonistes de Tolstoï, bien que très finement et richement caractérisés, peuvent en effet être enlisés par des considérations morales trop claires, trop déterminées, trop fixes, trop prévisibles. A contrario, la psychologie des personnages de Dostoïevski est plus fluide, plus organique et certainement plus humaine. La quasi-totalité de ses protagonistes semble constamment perclus de doutes, de tentations, d'ambiguïté, d'accès de folie et de passion, comme si l'auteur avait lui-même perdu le contrôle, le mode d'emploi de ses créations. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le thème du double est si récurrent chez Dostoïevski. Dans ses romans, ses héros se voient en effet souvent confrontés à une version pervertie d'eux-mêmes, à un jumeau négatif qu'ils affrontent avec une fascination teintée de répulsion. Ils ne peuvent pas se débarrasser de ce double, car il constitue en définitive une part intrinsèque d'eux-mêmes, une part sombre et séductrice, malfaisante et destructrice, dont aucun homme ne saurait se défaire totalement. Finalement, cette vision d'écrire leurs personnages, définie, stable, rationnelle chez Tolstoï, oblique, mutagène et imprévisible chez Dostoïevski, est caractéristique de la vision respective de l'existence des deux auteurs. Dans ses romans, Tolstoï proclame la majesté de la raison et du progrès. L'homme peut et doit chercher à imprimer un sens à l'existence, un sens qui vise à l'amélioration de la condition humaine sur Terre. L'atmosphère des romans de Tolstoï est pleine d'un sens normal et sain de la vie, écrit Steiner. Elle est pénétrée d'une lumière vive et dure. La philosophie de Tolstoï est profondément rationaliste. Toute sa vie, il a cherché un principe unificateur grâce auquel les 1000 visages de la vie puissent se réconcilier avec l'existence d'un ordre. La peinture de la vie de Tolstoï veut aboutir à l'humanisme. Dostoïevski, lui, il rejette cette quête absolue de sens, de cadrage du chaos du monde, qu'il assimile à un péché d'orgueil, à un progrès mortifère. Pour Dostoïevski, l'égalitarisme et la recherche d'une équité parfaite entre les hommes n'aboutiront, en réalité, qu'à une forme avancée de déshumanisation. Dans Les démons et les frères Karamazov, deux de ses romans les plus virtuoses, il charge ainsi frontalement le socialisme matérialiste, qu'il estime voué à détruire les particularismes individuels et à simplement remplacer une élite par une autre. Comme de coutume, citons George Steiner. Dans Les possédés et les frères Karamazov, Dostoïevski affirme non seulement que ces idéologies socialistes sont impossibles, mais encore que la tentative de leur mise en œuvre aboutirait à une sauvagerie politique et à la destruction de l'idée de Dieu. L'univers concentrationnaire, le monde des camps de la mort, confirmera sans discussion possible les intuitions profondes de Dostoïevski sur la cruauté de l'homme, sur sa tendance en tant qu'individu et en tant qu'ordre à éteindre en lui-même les dernières braises d'humanité. Tout cela nous amène naturellement au dernier grand point de dissemblance entre Tolstoï et Dostoïevski, qui est celui de la question du mal. Dans les romans de Tolstoï, comme on l'a déjà vu, c'est presque un non-sujet, le mal doit être combattu à tout prix sur cette terre. La philosophie de Tolstoï est en somme une philosophie de l'action. Grâce aux hommes de bonne volonté, la justice peut et doit s'accomplir, ici et maintenant. Mais chez Dostoïevski, c'est tout l'inverse. Pour lui, l'homme ne peut rester homme que s'il est confronté à l'inévitabilité du mal. Dostoïevski estime que la vertu et la bonté humaine ne doivent pas découler d'un système politique qui imposerait autoritairement au peuple un corpus idéologique, mais d'un choix individuel. Faire de la Terre un paradis reviendrait donc à priver chaque être humain de ce choix fondamental entre le bien et le mal. La théologie et la science de l'homme de Dostoïevski sont fondées sur l'axiome de la liberté totale, écrivait Steiner. L'homme est libre, complètement et terriblement libre, de percevoir le bien et le mal et de mettre son choix en action. S'il se produisait des miracles, autrement que sur le plan psychologique et personnel, si le Christ descendait de sa croix, l'homme ne serait plus libre de croire ou de ne pas croire en Dieu, de choisir de faire le bien ou de faire le mal. Il serait forcé de croire, forcé d'agir avec intégrité, par la simple évidence, comme l'esclave est forcé d'obéir par la force matérielle.
Pour Dostoïevski, à contrario des utopies matérialistes qui récompensent les masses par la satisfaction de plaisirs en tout genre, l'homme de foi, le vrai, ne sera sur cette terre pas récompensé. À titre d'exemple, dans L'Idiot, un de ses maîtres romans, Dostoïevski nous conte l'histoire du prince Mishkin, un être fondamentalement bon, dont la douceur et la sagesse ne semblent pas de ce monde. Alors Mishkin, c'est clairement une figure christique, mais ses intentions sont si pures, son âme si généreuse, que personne ne le comprend vraiment. La plupart des gens le prennent d'ailleurs pour un imbécile, d'où le titre du roman, L'Idiot. Finalement, pour Dostoïevski, les hommes de foi et de bien comme Mishkin doivent accepter qu'ils n'ont qu'assez peu de prise, qu'assez peu d'influence sur cette terre. S'ils respectent Dieu et ses principes moraux, c'est parce qu'ils ont choisi de croire en la possibilité du bien, en la possibilité de la justice, dans le monde d'après. Et bah écoutez, pour les rares spécimens qui sont arrivés jusqu'ici, je crois qu'on a fait le tour du sujet. On va terminer très simplement sur un extrait d'une autre interview de George Steiner, donnée en 1991 sur France Inter. Dans cette interview, il évoque ce qui constitue, malgré toutes leurs différences, malgré toutes leurs oppositions, ce qui rassemble en fait finalement Tolstoï et Dostoïevski. Et ce qui les rassemble, c'est leur capacité, à travers leurs romans, d'éveiller chez le lecteur une émotion, un sentiment esthétique si puissant qu'il engendre une forme de transcendance qui nous dépasse et nous élève en tant qu'individus. C'est ma thèse que dans l'art, grosso modo, entre Lascaux, Pindar, Homère et moitié du XIXe siècle, on voyait dans l'art ce qu'on appelle aujourd'hui un mot utile, pour une fois un sous-texte qui était celui de la révélation religieuse. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'art, il n'y a ni Dante, ni Shakespeare, ni Sophocle, il n'y a bien sûr pas Baudelaire, ni Victor Hugo, ni Racine, sans cette présence de la possibilité de l'hypothèse de l'existence de Dieu, de sa présence dans l'œuvre, que se dégage dans l'art, dans le très grand art, une lumière, une essence qui vient non seulement du talent et du génie de l'artiste, mais de la possibilité que le grand art nous donne accès à un domaine qui transcende notre mort individuelle.